Morav et Rabotai, Shalom, Uvracha, le 21 Tevet, c'est le jour de la Iloula de notre maître, Rabbi Masliach Mazouz, Zecher Sadeh Kadosh Lebracha, Hashem Yimkom Damo. On va parler un petit peu sur sa personnalité et après raconter des histoires à travers lesquelles on va voir la grandeur de ce Rav du Tzaddik et surtout l'approche qu'il avait avec le public, comme on l'a vu avec d'autres rabbanim, malgré leur grandeur et leur niveau, ils étaient, comme on dit, comme Moshe Rabbeinu. Wayered Moshe el Ha'am. Moshe il est descendu vers le peuple pour les aider, pour se relever et avancer dans Avodat Hashem. Moreno Arav, il a étudié à Djerba, chez Moreno Arav, Rabbi Rahamim Hayahwit à Cohen, Zecher Sadeh Kadosh Lebracha. Plus tard, il a été très jeune, il a été appelé à Tunis. Déjà, il a enseigné là-bas. Et aussi, il était dayan sur place. Il était très apprécié par la communauté. Il a mis en place une yeshiva, qui s'appelle Yeshivat Kisser Hamim, que plus tard, après, malheureusement, il a été assassiné à Tunis. Ses enfants, donc, Yeshivat Louhayantovim Marokim, ils ont mis en place en Israël, à Bnei Brak, la yeshiva de Kisser Hamim, yeshiva très connue dans le monde. Elle fait partie des grandes yeshivot dans le monde. Et Baruch Hashem, tout le monde profite de ses enseignements. Elle a formé beaucoup d'élèves. Et aussi Rabotai, pratiquement dans toutes les synagogues aujourd'hui, on profite de ses sfarim, de ses livres. En l'occurrence, le Ish Masliach, le livre de prière, le Tirkon Sofré, mais aussi beaucoup de livres sur la halacha, sur la Gemara, et ça c'était un peu l'idée. Donc l'esprit de l'étude des rabbanim de Tunisie, et Moreno Arav, il a travaillé beaucoup sur ça, et même dans sa yeshiva, on pousse énormément les élèves à écrire, et comme on dit, pour transmettre aux autres. Une des qualités qu'il avait, ou sa manière de travailler, on l'appelait, c'était quelqu'un de tarif. C'est quoi tarif? C'est quelqu'un qui était sévère. C'est vrai, certains ils pensent qu'on est sévère, alors c'est un peu hasbi shalom péjoratif, alors que non. C'est quoi? Il savait suivre, c'est quoi? La rigueur et avoir un cadre. C'est comme ça, Rabotai, qu'on peut avancer. C'est ce qu'on avait dit le dernier cours avec Moreno Khelfoun à Cohen Zer Sadeh Kadosh Lebracha. Donc les taqanot qu'il avait mis en place à Djerba, c'est ça qui a aidé la communauté de savoir quel chemin prendre et comment avancer et réussir dans Avodat Hashem. C'était aussi donc la même méthode qu'il a utilisée notre maître Rabbi Masliach Mazouz, mais Rabotai, ce qui était fort donc chez ces rabbanim-là, c'est que malgré, donc on va dire, leur sévérité, leur rigueur, ils étaient très proches au public. Ils ont su comment intéresser leurs élèves, comment intéresser le public pour que Be'ezrat Hashem, il avance dans Torah, Mitzvot et Ma'asim Tovim. Je veux commencer par une petite histoire. Il y avait une fois, donc à Tunis, donc il y avait quelqu'un qu'on devait lui faire un guet. Un guet, c'est un acte de divorce. Alors, il faut faire très attention. Donc on écrit un guet, surtout au niveau des noms. Il faut être très précis. Et le Rav, donc le monsieur en question, qu'on devait lui organiser le guet, était là. Le Rav, il lui a dit comment tu t'appelles. Il lui a donné un nom. On sait qu'à Tunis, il y a beaucoup, ils donnaient des noms un petit peu, soit ils disent modernes, un nom laïque, pas des noms juifs. Il a dit, c'est quoi ton nom juif pour l'écrire dans le guet. Et il lui a dit, l'autre, il a dit, dis-moi quand tu montes à la Torah, comment on t'appelle? Souvent, les gens, quand ils montent à la Torah, ils disent leur nom juif. Alors, le prénom plutôt. Il lui a dit, mais Rav, moi, j'y vais pas à la synagogue, je ne monte pas à la Torah. Le Rav lui dit, quoi? Même Shabbat, Yom Tov, tu ne vas pas à la synagogue? Tu n'assistes pas à la lecture de la Torah? Le monsieur, il lui a dit, non. Bon, il a dit, tu ne vas pas, Et c'est comme ça, bon, il a fini le guet. Le Rav, il a rencontré ce monsieur quelques années plus tard. Le monsieur vient le voir et dit,
monsieur le rabbin, vous vous rendez pas compte? Le petit dialogue qu'on a eu ensemble et la manière dans laquelle vous avez discuté avec moi, ça m'a marqué. Et depuis, tous les matins, je suis à la synagogue et je fais mes prières. Je fais très, très attention. La rabotaille, indirectement, on raconte aussi que le matin, quand il venait, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, on fait 2 halachot le matin. Alors lui, il faisait un petit shi'our le matin. Bon, les gens, ça qu'on dit, normalement, il faut fixer un moment d'étude tous les jours. Alors celui qui n'arrive pas, au moins le matin, avant de sortir, il faut écouter 2 petites halachot. En plus, on dit, alors le Rav, il donnait un petit shi'our et les gens y restaient. Tout le monde, aussi bien les érudits dans la Torah, même les gens, donc les bâtim. Le Rav, il a dit, dans son cours, il a amené donc une halakha, c'est marqué dans la Gemara, qu'un Talmid Chacham, il n'a pas le droit de manger à l'extérieur. Il doit manger dans un endroit privé, un endroit pas devant tout le monde. C'est pas, on dit, même c'est pas kabou. Il y a des halachot par rapport à ça. Et sur le champ, les gens savaient très bien qu'on donne une halakha, surtout que les gens ils connaissent pas ou ils n'aiment pas trop, ça commence à discuter dans tous les sens. Et à un moment donné, il a dit, quoi, même manger une glace à l'extérieur, c'est un Talmid Chacham n'a pas le droit de le faire. Il lui a dit, oui, qu'est-ce que ça change? Manger à l'extérieur, donc c'est pas respectueux. Très bien. Alors quand le Rav, il a fini le cours, il y a un des participants, il lui a dit, Rav, c'est pas possible. Je ne sais pas ce que vous avez fait exprès ou pas, mais en tous les cas, donc le cours que vous avez dit aujourd'hui, alors je me suis senti très concerné. Moi, je mange jamais à l'extérieur, mais je mange une glace, donc à l'extérieur. Et là, aujourd'hui, j'ai su que ça, c'était interdit. Le Rav lui a dit, on m'avait dit hier que, parce que bon, les gens, ils parlent et tout, que tu mangeais à l'extérieur, et moi, je voulais pas te vexer directement, donc j'ai fait ce cours, et à travers ça, tu as compris. Et l'autre, il a beaucoup apprécié la manière du Rav, et depuis, il a arrêté de manger à l'extérieur. On raconte, on sait très bien, ça c'est des choses que on a vécues. Même en France, il y a ça aujourd'hui. Il y avait une fois un monsieur qui s'appelait Rahamim Saghroun. Il a reçu un courrier chez lui à la maison. Il regarde, il ouvre, qu'est-ce qu'il y a? Et donc il a reçu donc une lettre dans laquelle on annonce les dates de l'examen. Et à l'époque, il y avait à Tunis, il y avait l'Ort. Et il a regardé, il a vu que les examens donc, devaient avoir lieu le jour de Shabbat. Et après Shabbat, il y a Shavuot. Et qui va aller passer un examen le jour de Shabbat ou le jour de fête? C'était impossible. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais aller voir donc les rabbanim de la ville, s'ils peuvent intervenir, faire quelque chose. Il a demandé donc aux gens de la rabbanoute. Ils ont dit, bon, on va essayer de faire, mais c'est pas évident, c'est changer une date, et ça concerne pas une classe, ça concerne donc beaucoup d'institutions, on va voir. Alors lui, il a dit, je veux tenter ma chance, je vais aller voir Rabbi Mosliach Mazouz. Il est parti voir Rabbi Mosliach Mazouz, il a dit, voilà, Rav, les examens, ils vont avoir lieu, donc Shabbat et tout, comment on va faire? Hasve Shalom, on va pas passer nos examens le jour de Shabbat. Le Rav, il leur a dit, je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire. Il est parti, il a pris avec lui Rabbi Eliyahu Ankre, on verra dans la suite. Ils sont partis voir le directeur de l'Ort. Le directeur, il le voit, il accueille, oui, Kvod Rav, qu'est-ce qui se passe? Il dit, écoutez, voilà, on vient de m'informer que les examens, ils vont avoir lieu le jour de Shabbat, et vous savez très bien, Hazvi Shalom, nous, on ne transgresse pas Shabbat. Il lui a dit, Rav, si ça tenait à moi, tout de suite, j'aurais changé la date. Mais ça, c'est pas moi qui décide, ça vient déjà de France. Et nous, donc on nous donne les dates, on est obligé de faire donc la date qui était fixée. Il a dit, alors qui peut faire quelque chose? Il a dit, tu sais qui peut faire quelque chose? Il faut contacter le grand rabbin de France. Et à l'époque, c'était le Rav Kaplan. Si vous réussissez à l'avoir, peut-être lui peut faire quelque chose. Le Rav, Rabbi Mosliach Mazouz, il n'a pas hésité. Il a contacté le Rav Kaplan, il lui a expliqué la situation.
Il a dit, voilà, on a beaucoup donc, de jeunes, ils ont des examens et tout, c'est Shabbat, comment on va faire? Et Baruch Hashem. Donc le Rav Kaplan, il a fait le travail. Et certainement, il a contacté donc, le ministère de l'Intérieur par rapport aux dates des examens. Et on a reçu, le directeur, il a reçu un courrier donc, de France pour dire que quoi? Que les dates d'examen, ils ont été repoussées et ça ne sera pas le jour de Shabbat. Et ce n'est pas seulement ça. Ils ont dit, à partir de maintenant, on vérifiera chaque fois qu'avant de fixer les examens, que ce ne soit pas Shabbat et jour de fête. Je ne sais pas ce que cette règle, elle est respectée jusqu'aujourd'hui ou pas, mais en tous les cas, Rabotai, c'est que grâce au Rav Rabbi Mosliach Mazouz, donc il a sauvé tous ces élèves-là, et à savoir, Hasbi Shalom, peut-être certains, il aurait hésité de faire ou pas. Alors le directeur, il voit ce Rahamim Sagron, il lui a dit, ben tu as su cibler donc ton but, le Rav à qui tu as demandé, il a fait le travail, et donc l'examen il n'aura pas lieu le Shabbat. Pour dire Rabotai, la grandeur, donc comment il était présent et faire le nécessaire pour Bezat Hashem aider donc c'est les habitants de la ville. Et là Rabotai, écoutez bien cette histoire. C'est une histoire très très impressionnante pour voir un petit peu la grandeur de notre maître. Alors son fils Rabbi Semach Izacher Latov, donc on le connaît tous en Israël, il dit la date c'était 2 semaines avant la guerre de séjour en Israël. Le Rav, il dit à sa famille, il leur dit écoutez, je dois aller en Libye. Là-bas, je vais aller pour acheter des habits parce qu'il paraît, là-bas, c'est pas cher du tout. À l'époque, je ne sais pas aujourd'hui, c'est toujours pareil ou pas. Et je vais faire, comme on dit, remplir des valises. Il y a des grands soldes et tout ça. Il leur a dit même, justement, mon passeport, il a expiré depuis longtemps. Et là, donc, j'ai refait un nouveau. Et, Bezat Hashem, je compte voyager cette semaine. La famille n'a rien compris. Ils ont dit quoi? Le Rav, il va voyager, il va aller jusqu'en Libye pour acheter des habits. Et le Rav même, il raconte dans le livre, il est resté 40 ans, il n'est pas revenu à Djerba, il est reparti seulement pour le mariage de ses enfants. Bon, il va voyager jusqu'en Libye pour acheter des habits, mais ils n'ont rien compris. Bon, le Rav, il est parti, il est resté 3-4 jours, il est revenu à Tunis. Personne n'a compris qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas. C'est vrai, il est revenu avec des valises, mais ça n'avait pas l'air d'être sa vraie... son objectif, ce n'était pas les habits. Alors, Rabbi Eliyahu al-Aqri, son gendre, chez Badel Haïm Tovim, alors il raconte, un jour il était avec son beau-père, il lui dit, Rabbi, je voudrais savoir, je n'ai pas très bien compris donc, votre voyage que vous avez fait. Vous êtes parti à Tripoli, soi-disant, pour acheter des habits et tout. Mais pourquoi vous êtes parti? C'était quoi la raison? Alors, il n'a jamais voulu dire pourquoi. Mais cette fois-ci, quand il a demandé, il a dit, écoute, je vais te dire, mais s'il te plaît, ne raconte ça à personne. Et donc, Rabbi Eliyahu Aqri, il a raconté ça à la Levaya de Rabbi Mosliach. Il a dit, un soir, je dormais. Donc, c'était la semaine, ou je ne sais pas, un peu avant, et on lui a dit, il y a une neshama, donc une âme, qui se trouve à Tripoli, qui est bloquée là-bas, et on a besoin de la libérer. Pour comprendre tout ça, il faut, mais on sait c'est quoi une neshama qui est en Gilgoul, et on doit la libérer, et on m'a demandé de le faire. C'est vrai, pour moi, j'étais un peu surpris de cette demande, mais si on me l'a demandé, j'ai dit je veux le faire. Alors, je suis parti. Il est parti à Djerba, et de Djerba, il est parti à... Donc, ils sont partis à Ben Guerdan et ils sont arrivés en Libye. Ils sont arrivés le vendredi. Vendredi, il faut passer le Shabbat. Ils sont partis, ils se sont installés donc, dans une auberge ou dans un hôtel. Le soir, ils sont partis à la synagogue. Et donc un des riches de la ville, il leur a dit, venez manger chez moi, Shabbat. Alors ils sont partis, ils ont mangé chez lui.
Le soir, il dort, Rabbi Mslih, on vient lui dire, écoute, c'est pas dans cette maison que la Neshama, elle se trouve. Elle se trouve chez une autre personne. Et lui, au début, quand il était à Tunis, quand il arrivait, on lui a montré le mur dans lequel il y avait cette Neshama, elle était bloquée. Et donc, le Shabbat, on l'a dit, c'était pas là-bas, c'est quelqu'un d'autre, c'est un monsieur qui s'appelle Gabriel Galam. Demain, quand on va la preuve, demain on va t'inviter, tout le monde va essayer de demander de venir manger chez eux, tu refuses, seulement quand monsieur Gabriel Galam, il va venir, il va dire viens manger chez moi, tu vas chez lui. Effectivement, le lendemain, le Rav était à la synagogue, après la tfila, tout le monde, hey, Rabbi, viens manger chez nous. Et comment t'appelles? Il a refusé tout le monde. À un moment donné, il vient, il le voit, il dit comment t'appelles? Il dit Gabriel Galam. Je viens avec toi. Personne n'a compris, il est parti chez lui. Il était donc pour la Sirda, il regarde un peu les murs et il voit le mur qu'on lui a montré dans le rêve. Il le voit face à lui. Il a dit c'est bon. C'est ici, cette Neshama, elle se trouve là. À la sortie de Shabbat, le Rav, il a fait un tikkun. Donc, comment faire pour libérer, pour sauver cette Neshama? Alors, Rabbi Eliyahu Ankri, qui est à côté, il a dit, alors, bon, il a dit, j'ai fait ce qu'il faut faire. Enfin, moi, de comprendre au seul que c'était bon. Le Rav, quand il était là-bas, c'était la période du Omer. Il a vu que là-bas, les gens, il y avait certaines choses qui respectaient pas beaucoup. Ils parlaient au téléphone le Shabbat, se raser avec la lame. Bon, il y avait des choses. La pureté familiale. Il a beaucoup parlé sur ces choses-là. Il a laissé vraiment des bonnes traces derrière. Et donc, en même temps, il a essayé d'aider cette Neshama à cette âme pour la libérer. Et aussi les gens. Aujourd'hui, il faut aussi s'occuper des âmes vivantes. C'est que leur faire du moussard, des vrais Torah. On a besoin, il faut apprendre dans la vie rabotaille. Et donc, le Rav, donc, il a raconté à Rabbi Eliyahu Ankri, il lui a dit, donc, ce qu'ils avaient fait là-bas. Il a raboté, on voit donc la force. Alors, justement, c'est quoi qui était intéressant? C'est que j'ai précisé au début, c'était 2 semaines avant la guerre de 6 jours en Israël. Et on sait tous, malheureusement, quand il y a eu la guerre de 6 jours, les problèmes que les Juifs de la diaspora, ils ont eu, surtout dans certains pays, en l'occurrence en Libye. Alors les Juifs là-bas, ils ont été très très touchés. Et ceux qui sont restés en vie, ils ont quitté, ils sont partis. Donc surtout, beaucoup ils sont partis en Italie, d'autres en Israël. Mais pour dire que quoi? Que le Rav, s'il n'était pas venu le Rav, donc cette semaine-là, cette Neshama, elle n'aurait pas pu être libérée, sauvée. Comment cette Neshama? Certainement, elle a trop demandé dans le ciel et elle a mérité donc lui faire être libérée. Donc, le fils de Rabbi Mslih, il raconte qu'un jour, ils étaient à l'Eshiva, et un monsieur qui est venu d'Italie, il s'appelait Gabriel Galem, il leur a dit, votre papa, quand il est venu en Libye, et il a mangé chez moi le midi. Mais il ne savait pas c'était quoi la vraie raison. Il a raboté pour voir un petit peu, c'est quoi la grandeur de nos rabbanim, de tzadikim. C'est qu'ils avaient des connexions déjà avec le ciel, avec les neshamot, et aussi sur terre. Donc, comment ils ont œuvré, ils ont essayé de tout faire pour aider leur ami Israël, pour amener Torah Mitzvah Hasim Tovim. Nous aussi, Rabotai, comme on dit toujours, quand il y a le lait d'un tzadir, c'est vrai, il faut allumer une bougie. Donc, on lit un petit peu ses écrits, mais surtout, voir ça, comment ils ont vécu, comment ils ont réussi à faire tellement de choses que nous aussi, on a la possibilité d'avancer, de grandir dans Avodat Hashem. qu'Akadosh Baruch יקבל תפילותינו ברצון וזכות הצדיקים תמיד טוב בעדנו. אמן כן רצון שנזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו. אמן כן יהי רצון.